Salut tout le monde, bienvenue à ce premier vidéo sur le jeu Cuba Libre, publié par GMT Games en 2013. Nous allons dans cette vidéo introduire le jeu et parler un petit peu du setup. C'est un jeu quand même assez connu, mais on va faire quand même son introduction en bonne et due forme. C'est ce qu'on appelle le volume 2 de la grande série des coins de GMT Games, qui est rendu, en tout cas, là, si on compte ceux qui sont dans le collimateur, là, ils sont rendus, je sais pas, 14, 15, quelque chose de même. J'ai perdu le fil. Mais il y en a pas mal. Ça, c'est le deuxième. Il sort donc 3 ans après Andean Abyss, je pense. Et vraiment, et ce jeu-là demeure à ce jour la porte d'entrée typique des coins, celui par lequel, si jamais vous posez la question n'importe où, je m'intéresse à la série des coins, je me demande où je devrais commencer, là. Je serais extrêmement étonné que Cuba Libre ne soit pas dans les suggestions. Alors, c'est celui là, par lequel, bon, vous pouvez être fanatique comme moi puis les jouer dans l'ordre. Puis vous seriez quand même pas trop déboussolé, là, parce qu'Andean Abyss qu'on a couvert dans une autre playlist est quand même pas si complexe que ça, là, si on le compare aux récents coins qui sont sortis, là. Mais celui-là définitivement demeure le plus accessible. Il a même commencé à avoir une popularité là, sur Board Game Geek, entre autres. Là, le célèbre Rodney Smith a enregistré un playthrough de Cuba Libre avec d'autres personnes. Là, tu sais, fait que ça commence même à faire des petits auprès de la communauté là, qui n'est pas nécessairement pure et dure wargaming. Fait que c'est quand même quelque chose. Faut dire qu'à la base, les coins ont beaucoup de similitudes avec certains euros, là, tu sais, de ce qu'on appelle là, area majority, là, d'avoir la majorité dans des areas, de placer des pièces. Là, tu sais, c'est sûr que les wargamers et les férus d'histoire vont voir tout le flavor derrière les événements puis derrière les différentes factions. Là. Mais à la base, au niveau des mécaniques, ça demeure quelque chose qui est relativement accessible. Fait qu'on est où? On est à Cuba, comme son nom l'indique, en 1957-58, euh, juste avant qu'un dénommé Fidel Castro commence à faire du trouble dans le pays. En fait, un peu comme la Colombie, là, dans Andean Abyss, là, c'est un pays qui est qui est un peu dans le trouble, avec un gouvernement corrompu, le crime organisé qui est omniprésent, puis un rebelle là, qui veut prendre les choses en main puis renverser le gouvernement. On est encore, pour moi, dans ce que le coin a de plus pur. Je rappelle l'acronyme, le Counter-Insurgency, donc l'insurrection, puis d'essayer de contrer cette insurrection-là. On est encore là avec une faction qui est le gouvernement, puis trois autres factions là, qui sont comme les méchants, là, si on veut. Là, quoique, encore là, comme je disais, le gouvernement, des fois, est pas mieux, ben. OK, alors pourquoi c'est recommandé de commencer par ce coin-là? Je me suis dit que dans l'intro, c'est surtout de ça que j'allais parler, là. Puis là, ben j'assume, ben pas j'assume, là, je vais essayer de faire cette playlist-là comme si là, vous tombiez du ciel et vous n'étiez pas au courant qu'Andean Abyss existe. Mais bon, c'est sûr que je vous encourage à écouter ma playlist sur Andean Abyss, qui est le tout premier coin. Entre autres, dans cette vidéo-là, je vais faire des comparatifs. Là. Qu'est-ce qui fait que Cuba Libre est plus accessible qu'Andean Abyss? D'abord, pour ceux qui ont regardé la playlist, là, n'ajustez pas votre appareil. Là, je ne vais pas scroller un moment donné, puis vous allez voir le double de la map qu'on voit là, là. Ce que vous voyez là, c'est le jeu au complet. Là. D'ailleurs, c'est le seul coin qui ne vient pas sur un board de grandeur typique de GMT Games, qui est habituellement 22 pouces par 34 pouces. Là, ça vient sur un board, je pense, qui est 2 fois plus petit. Alors, c'est tout, là. On est sur l'île de Cuba, that's it, là. Fait que j'ai fait le compte pour vous, là. Dans Andean Abyss, il y a 16 provinces sur le board. Dans Cuba Libre, il y en a 7. Dans Andean Abyss, il y a 11 villes sur le board. Dans Cuba Libre, il y en a 3. Et dans Andean Abyss, il y a 17 ce qu'on appelle des locks, des lines of communication. Dans Cuba Libre, cette notion-là au complet disparaît. Puis là, son plus proche successeur, là, c'est ce que le jeu appelle des centres économiques, des Economic Centers, et il y en a 3. Là. Alors, par rapport aux 17 Lines of Communication dans Andean Abyss. Et mine de rien, ces Lines of Communication-là, avec leur particularité au niveau du déplacement,
beaucoup d'opérations, là, tu sais, qu'on peut se déplacer d'abord sur une line of communication, puis après ça, au niveau des adjacences, des fois, c'est pas évident. Donc, tout ça prend le bord. Alors, il est plus simple, il est moins complexe qu'Andean Abyss. Au niveau des opérations, des activités spéciales, c'est comparable. Fait que c'est vraiment là au niveau de peut-être là ce qu'on pourrait appeler l'overhead de règles qu'amenaient les lines of communication par rapport aux economic centers. Mais c'est aussi euh, l'enseigner, enseigner Andean Abyss ou enseigner Cuba Libre à des gens qui n'ont jamais joué, ça se compare. Mais quand la game commence, c'est vraiment là qu'on voit pourquoi Cuba Libre est le meilleur pour initier les disons, ceux qui n'ont jamais joué à des coins. Disons, veut pas, s'il y a moins d'espace sur le board, ben, il y a moins de décisions à prendre. Andean Abyss, mine de rien, le pays est quand même un petit peu plus grand. Fait qu'il y a plus de place où aller. Fait que là, je me déplace-tu là, je me déplace-tu là. Fait que non seulement Cuba est plus petit, mais il est très linéaire aussi. T'sais, si vous remarquez, là, les provinces, dans le fond, il y a aucune province. Le plus de provinces adjacentes qu'on va avoir, c'est deux. Là. Alors, ça fait vraiment une ligne comme ça. Là. Fait que, quand vient le temps de marcher ou de sweeper, on va y revenir, là, mais ça revient des opérations dans le jeu. Là. On n'a pas 50 décisions à prendre. Là. Fait que, veut pas, deux, trois fois moins gros comme espace égale deux, trois fois moins de temps de réflexion là, pour essayer de décider où est-ce qu'on va. Et tout est plus petit. Les win conditions aussi sont plus tight, là, je dirais, sont plus. Quand on est habitué de jouer à des coins là, plus standards, là, on est habitué là, que au début, tout le monde commence loin de sa win condition, là, puis là, on travaille tranquillement pas vite pour s'en rapprocher. Là, tout est plus proche. Là. Dès la première, ce qu'on appelle la première campagne, là, avant la première carte propagande, d'abord, le gouvernement commence avec 16 de support par rapport à 19, tu sais. Alors, très, très rapidement, on va se dire, hey, wow, faut faire de quoi pour l'arrêter, tu sais. Fait qu'on dirait que tout est plus proche, tout est plus petit, euh, moins de ressources aussi. Le gouvernement qui commence avec 15 ressources par rapport à, je sais pas, une trentaine peut-être dans Andean Abyss, tu sais, tout a vraiment été fait dans un plus petit package. Il est aussi plus court. Fait que on avait, là, quand le setup était fini, là, on avait 64 cartes dans le deck pour Andean Abyss. On en a 52 dans celui de Cuba Libre. Fait que veut pas, il est 12 cartes plus court. Fait que vraiment, vraiment parfait pour introduction à des débutants au système. Là, je vous encourage à vous servir de ça pour peut-être initier graduellement vos amis qui sont pas wargamers ou qui sont pas adeptes des jeux d'histoire là, pour les entraîner là-dedans. Là. Fait que dans cette playlist-là, évidemment, là, on va passer à travers là, tout ce que vous avez besoin de savoir pour jouer. Il y a un seul vidéo qui est vraiment, vraiment à 100% identique, là, pour lequel je vais vous référer à Andean Abyss. C'est celui de la séquence de jeu. Là. Donc, toute la danse ici, là, de qu'est-ce qui arrive là, si la première faction choisit quelque chose, qu'est-ce que la deuxième faction peut choisir. Ça, là, ici, là, c'est cette espèce de truc-là là, qui est classique dans les coins, là, c'est identique, identique. Le fait de passer aussi, c'est identique dans D&D Abyss à Cuba Libre. Fait que quand on va être rendu là, je vais vous référer, je vais vous mettre le lien vers le vidéo, mais plutôt que de radoter essentiellement la même affaire, je vais vous envoyer là-bas là, parce qu'il n'y a vraiment aucune différence. Pour le reste, étant donné qu'il y a des petites différences subtiles des fois, on prendra pas de chance puis on va refaire des vidéos au complet là, au cas où que vous disiez, tu sais, entre guillemets, fuck la Colombie, ça m'intéresse pas pantoute, je veux vraiment starter avec Cuba Libre, parfait. Comme on dit, we got you covered, puis on va passer à travers correctement. Dernière affaire à parler, le setup. Fait que voici le setup. Évidemment, quand on rentre dans Vassal, le setup est déjà fait par défaut. Dans le jeu physique, là, vous avez tout à l'endos du rulebook là, que ça va vous dire là, quoi placer dans quelle province ou dans quelle city. Dans un coin, c'est toujours important de parler du setup du deck. Donc en fait, oui, c'est un deck de 52 cartes. Dans les faits, vous avez 48 cartes événements et 4 cartes qui s'appellent propagande. Les 4 cartes propagande sont identiques. On les met de côté au début. On brasse les 48 cartes. On fait 4 piles de 12 cartes. On va venir mettre dans chacune des piles de 12 cartes une carte propagande qu'on a mis de côté au début.
On se retrouve donc avec 4 piles de 13 cartes, on rebrasse. Donc la propagande se retrouve à peu près n'importe où dans le deck de 13 cartes et on met les quatre petits decks par-dessus pour faire notre gros deck de 52 cartes. Donc, à tout moment, on peut se retrouver avec une carte propagande qui va sortir. Je vous ai préparé un petit exemple ici. Dans mon cas, setup que j'ai fait dans Vassal, la carte propagande est à la quatrième carte à partir du début du deck. Donc, c'est très tôt, mais ça veut dire que ça pourrait me prendre là, quelque part comme entre 8 et 20 cartes avant que je revoie une carte propagande. Puis pour ceux qui ne sont pas familiers, là, c'est lors des propagandes qu'on vérifie les conditions de victoire, c'est lors des propagandes que les factions ramassent de l'argent. Là. Fait que c'est un mécanisme quand même très très important dans les coins. Là, là, on va jouer jusqu'à temps qu'arrive une carte propagande. Là, quand la carte propagande arrive, là, tout le monde s'énerve. Puis après ça, généralement, on a une pause pour un bout de temps. Là. Fait que le setup, c'est comme ça. Il y a l'option de la game un peu plus courte où le jeu vous encourage à prendre encore là les 48 cartes, vous les brassez, sauf que là, vous enlevez 8 cartes sans les regarder. Fait que là, au final, vous allez faire 4 piles de 10 cartes au lieu de faire 4 piles de 12 cartes. Puis même principe, vous mettez une propagande dans chacun, vous rebrassez ça, puis vous empilez ça un par-dessus l'autre. Ça va vous donner un deck au total euh, de 44 cartes, qui va être 8 cartes de moins finalement, fait que pour une game un petit peu plus courte. Mais rendu là, ça fait pas une si grosse différence que ça. Là. Moi, je joue pas mal toujours ce qu'ils appelle la long game, mais qui est pas si longue que ça, étant donné que c'est le plus court des coins. Voilà, je m'arrête ici juste pour alors si je répète, si vous savez pas c'est quoi le système Corn, vous avez pas écouté la playlist d'Andean Abyss, ben bougez pas parce que vraiment ça va être très intéressant là. Honnêtement, si vous passez à travers la playlist de Cuba Libre et ça vous dit rien encore là, probablement que le système est pas fait pour vous autres parce que je répète, c'est de loin le plus newbie friendly de tous les coins. Fait que prochaine vidéo, on va regarder le board plus en détail, puis on va parler des factions plus en détail. À plus!